Bonjour à tous, comment ils vont mes petits lecteurs? Je sais pas, hein. On essaye. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil de la vidéo précédente. Je suis un peu en boucle, je sais pas pourquoi, celle-ci a été particulièrement mise en avant comparée à la moyenne de mes autres vidéos. Donc je sais pas si c'est YouTube, l'algorithme ou vos retours. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Bon allez, concluons-en avec cette année 2023, riche en événements, quel qu'il soit. Qu'est-ce que j'ai lu pour le dernier mois de l'année? Comme le disait Grand Corps Malade dans son album Midi 20, moi je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. T'inquiète pas, tu vas comprendre. On va parler aussi d'un jeune orphelin qui va vivre 1000 vies en une seule. On va parler d'une partie de chasse qui tourne au drame. D'un gars qui se rase et ça tourne au drame. Et enfin, on va conclure l'année par un club de bagarre secret, pas si secret. On a lu Au prochain arrêt. Au prochain arrêt, c'est un roman écrit par Hiro Arikawa, qui est une autrice japonaise. En France, c'est publié par Actes Sud en 2021, 10 ans après la publication d'origine au Japon. Et au Japon, ça a été un grand succès. Il y a même une adaptation qui est sortie, apparemment très réussie. Et comme c'est une petite histoire tranquille, j'ai l'impression que ça va pas dépasser la frontière japonaise. Hiro Arikawa, elle a bien percé en France. Vous avez certainement vu plusieurs de ses romans en librairie. On aura Les Mémoires d'un chat ou encore Au revoir les chats. Il y a un petit thème. L'autrice, elle est spécialisée dans l'écriture de light novels. Donc c'est des romans courts destinés à un public de jeunes adultes. Au prochain arrêt, ça nous conte l'histoire de passagers d'un train. Le train qui relie Takarazuka à Nishonomiya. Donc c'est près d'Osaka au Japon. Et à chaque arrêt, il y a des passagers qui vont monter et qui vont descendre du train. Hiro Arikawa, elle va en choper quelques-uns là par le callback et elle va nous narrer leurs histoires en suivant les pensées de chacun. Qui ils sont, comment ils en sont arrivés là, que veut dire ce train, cet arrêt pour eux. On va avoir des profils un peu archétypaux de personnages. La fiancée bafouée, les deux nerds qui se voient toujours à la bibliothèque mais ils causent pas se parler. La grand-mère solitaire, en deuil de son mari et avec son chien. Et chaque personnage va profiter d'un arrêt de train pour témoigner de ce qu'il pense, de ce qu'il vit. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce roman Au prochain arrêt? J'avais débuté ce livre dans un objectif un peu d'ouvrir mes habitudes de lecture. Tu vois, on parle toujours des habituels, Paul Auster et Sandrine Colette, qu'on va retrouver dans cette vidéo. Mais je voulais changer un peu. Voilà, une autrice japonaise qui écrit des tranches de vie. Chaque trajet entre deux arrêts agit comme un chapitre dans ce court roman qui fait seulement 185 pages. J'ai pas été très fan de ce bouquin un peu trop naïf à mon goût. Les personnages, ils sont clichés, un peu trop, et pas vraiment très sympathiques à suivre pour la plupart. On n'apprécie pas tant de les suivre, quoi. Aussi, les situations, elles sont vraiment trop simples, voire un peu trop simplistes, et du coup pas vraiment crédibles. Les inconnus dans un train, ça se parle pas. On regarde tous nos téléphones, on souffle quand quelqu'un parle trop fort. C'est quand même plutôt agréable de visiter le Japon de cette manière-là. Et le roman, il est pas prise de tête du tout, il est très léger, c'est à souligner. C'est pas mon genre de littérature, mais j'aurais essayé. On a lu Monsieur Vertigo, c'est un roman écrit par l'exquis Paul Auster, et c'est publié en France en 1994 par Actes Sud. L'auteur, qui s'est fait connaître avec sa trilogie new-yorkaise publiée en 1987, est aussi essayiste, poète, traducteur. Il s'est essayé au cinéma, pas grand succès, mais quand même. J'aime beaucoup Paul Auster. Je suis assez sensible aux thèmes qu'il traite dans ses bouquins, qui sont souvent doux amers. Les bouquins, pas les thèmes. Il y a le hasard, il y a la recherche d'identité, la littérature, l'absence du père, l'échec, qui sont beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur. De lui, je vous conseille Moon Palace, le livre des illusions, mais surtout le gigantesque 4-3-2-1. C'est un de mes auteurs préférés. Je prends plaisir à lire chacun de ses bouquins sans exception. L'auteur, il a une grosse réputation chez nous, il est régulièrement invité sur les plateaux de télévision français et il a récemment écrit un bouquin que je vais pas prononcer. Voilà, je vous le mets ici, mais il a dit que c'était certainement son dernier bouquin puisqu'il est atteint d'un cancer. Monsieur Vertigo, de quoi ça parle? C'est assez difficile de résumer ce bouquin, il se passe tellement de choses qui sont doucement absurdes, mais l'histoire elle commence avec Walt, qui est un orphelin qui est élevé par un oncle violent et une tante invisible à Saint-Louis dans le Missouri. Et il fait la manche pour subsister à ses besoins. Et il va rencontrer Maître Yehudi, qui est une sorte de magicien mystique, qui va promettre à Walt de lui apprendre à voler. Et du coup, Walt, il va se lancer dans une aventure qui est plus grande que lui, dans laquelle il va vivre 1000 vies. Il va être orphelin, magicien, prophète, vengeur, gangster, patron d'une boîte de nuit, alcoolique, soldat, employé du bâtiment, employé d'une laverie, bref. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? En fait, j'ai adoré déjà. C'est vraiment le roman d'une vie, On suit Walt de ses 8 à ses 80 ans, et c'est magnifiquement absurde et poétique. On est vraiment là dans le doux amer dont je vous parlais plus tôt. On se demande jamais si le roman il est à prendre au sérieux, malgré l'incongruité des situations. Parce que déjà, Walt, il apprend à voler, et ça surprend personne, quoi. Si, c'est vu comme un truc incroyable, il fait des spectacles autour de ça, mais ça surprend personne, Du coup, le roman, il est juste beau et prenant. Walt, c'est un personnage qui a plein de bagou, qui a une répartie rafraîchissante, et la relation entre le gamin et Maître Yehudi, elle est vraiment émouvante. C'est assez court et très touchant.
c'est peut-être le meilleur roman de Paul Auster. On a lu Animal de Sandrine Colette. Le roman est publié en 2019 par les éditions de Noël dans sa collection Sueur froide. Et ça sera le dernier roman de Sandrine Colette publié chez les éditions de Noël. Après, elle ira ensuite chez Jean-Claude Lattès pour ses 2 derniers romans qui ont été publiés. Ces orages-là, publiés en 2021, et On était des loups en 2022. C'est pas un secret, c'est pas un mystère. J'adore Sandrine Colette, c'est bien sombre, c'est bien déprimant, mais il reste quand même une toute petite touche d'espoir, hein, parfois un peu difficile à voir. On explore la nature, on explore l'abandon, et c'est le 6e roman d'elle que je lis sur 10, et c'est vraiment toujours un kiff, quoi. Animal, bah de quoi ça parle? Le roman, il est tout aussi chaud à résumer que Monsieur Vertigo. La structure narrative, elle est un peu chelou. On a 3 axes narratifs différents, et bah on voit pas nécessairement les liens entre les 3 au tout début. Le prologue, il se déroule dans la campagne népalaise. On aura Mara, qui est une jeune femme qui vit isolée dans un chalet dans la campagne. Et un jour, elle découvre 2 enfants en bas âge, hein, vraiment bas âge, attachés à un arbre. Et elle va les recueillir malgré elle, parce qu'elle peut pas se résoudre à les laisser ici. Sauf qu'elle vit dans la giga misère, quoi. Et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle va pas s'en sortir. Elle va devoir en abandonner un des 2. 20 ans plus tard, on chope Lior, un autre personnage, Lior. Et Lior, c'est une jeune femme qui adore la chasse. Et un jour, elle part avec son mari et puis 4-5 autres personnes là, chasser l'ours au Kamtchatka en Russie. Sauf que la chasse elle tourne mal. L'ours il va tuer un des participants et Lior elle va se lancer toute seule à la poursuite de cet ours. Et alors qu'est-ce qu'on pense d'Animal? Et j'ai vraiment kiffé. Le roman il semble vraiment s'éparpiller sur plusieurs trames narratives qui semblent rien avoir en commun, mais tout va magnifiquement se lier au dernier tiers du roman. Abandon et nature, tellement sauvage qu'elle en est meurtrière pour l'être humain. On continue à aborder les thèmes chers à Sandrine Colette. C'est viscéral et c'est sauvage, et le style narratif de l'autrice m'éblouit vraiment au fur et à mesure de ses romans. On est tabassé par les personnages, les situations et la tristesse des personnages, quoi, qui sont vraiment détruits par la vie. Et cette fin elle est tellement perturbante, dure et magnifique, et elle brouille les frontières entre fiction et réalité. Ça m'a vraiment retourné, quoi. C'était vraiment très fort. On a lu La Moustache. La Moustache, c'est un roman écrit par Emmanuel Carrère et publié en 1986 par les éditions POL. Manu, c'est un auteur français très populaire. Il a écrit entre autres L'Adversaire, un livre sur l'affaire Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, c'est un type immonde qui s'est plongé dans des mensonges tellement forts et tellement durs, et qui s'est endetté de ouf, qu'au bout d'un moment, retrouvé au pied du mur, il a tué toute sa famille, quoi. Il a aussi écrit V13. V13, c'est un livre sur les procès des attentats du 13 novembre 2015, ou encore il a écrit Je suis vivant et vous êtes mort. C'est une biographie de l'auteur de science-fiction Philippe Cadic, que j'avais lu pour un mémoire de recherche et que j'avais particulièrement apprécié. Dans cette biographie, Emmanuel Carrère, il effaçait habilement en fait la frontière entre réalité et fiction. On savait pas trop ce qui était vrai et ce qui était faux. Et c'est une chose qu'on retrouvera pleinement dans La Moustache. Le Boug, il est multiprimé pour son œuvre, hein. Il a eu le prix Femina, prix Renaudot, Grand Prix de la littérature, prix de la Bibliothèque nationale de France. Bref, le gars pèse dans la littérature française. La Moustache, de quoi ça parle? Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre doucement absurde? On a Marc. Marc, c'est un cadre dynamique d'une trentaine d'années qui vit un mariage heureux avec sa femme, Agnès. Marc est beau, Marc est riche et Marc est architecte. Marc, il porte la moustache depuis des années. Et un jour, pour blaguer, il se dit je vais me la raser. Sauf que Agnès, sa femme, elle remarque rien, ou alors elle prétend ne rien remarquer. Et leurs amis, ils remarquent rien, ou alors ils prétendent ne rien remarquer. Personne ne remarque en fait. Et tellement personne que Marc, il en est à se demander si il a déjà porté la moustache ou s'il y a un grand complot autour de lui. Et du coup, à la recherche d'une réponse qui ne vient jamais, Marc, il va sombrer de plus en plus profondément dans la paranoïa et dans la folie. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de la moustache? C'était génial. Le roman, il commence tout doucement, avec un ton assez léger. On est vraiment dans la blague au tout début, quoi. Et puis, on plonge de ouf avec Marc. Le bouquin, il est ultra court, il fait 180 pages, et c'est giga efficace. C'est vraiment une montée en pression, ou alors une descente aux enfers, non-stop, durant toutes ces pages, et ça devient irrespirable. Emmanuel Carrère, il efface les frontières de la réalité, et même nous lecteurs, on sait plus si Marc, il a porté la moustache ou pas. Et ça nous retourne vraiment efficacement l'esprit, quoi. La plongée, elle est intense. Et la fin, c'est vraiment une grosse claque dans la gueule, une grosse tarte. Pour conclure un mois particulièrement satisfaisant en lecture, on a lu Fight Club. Entre Noël et le Nouvel An, là, vite fait, là. En fait, on s'arrête jamais. Entre 2 toasts et 3 coupes de champagne, on se met un chapitre derrière la cravate et on perd pas le nord. Fight Club, c'est écrit par Chuck Palahniuk et c'est publié en 1996 aux States. Ouais, parce que avant d'être le film culte que j'adore de David Fincher avec Edward Norton et Brad Pitt, c'est un roman. Un roman subversif, transgressif et génial, hein. D'ailleurs, petite digression, l'histoire de l'adaptation, elle est marrante aussi. En fait, la 20th Century Fox, elle adore le roman. Et du coup, elle achète les droits d'adaptation à Chuck Palahniuk pour $10 000. Qui tombe bien parce que à l'époque, Chuck, il avait pas beaucoup de sous, hein, parce que c'est son premier roman publié. Et le gars était journaliste, mais ça marchait pas. Et du coup, il devait être garagiste à côté, quoi. Peter Jackson est contacté pour se charger de réaliser le film, mais il fait Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox, qui est un très bon film d'ailleurs. Et ensuite, on propose à Bryan Singer, qui vient de faire Usual Suspect, mais il en a rien à faire. Vraiment, il s'en fout. Et ensuite, c'est Danny Boyle, qui sort de Trainspotting, qui est contacté. Et il est chaud, mais il a pas le temps parce
qui travaille sur La Plage avec Leonardo DiCaprio. Et finalement, c'est David Fincher qui est contacté. Il est méfiant parce qu'il vient de tourner la suite d'Alien et ça s'est très mal passé. Mais au final, il accepte parce que il avait lui-même essayé d'acheter les droits d'adaptation à l'époque. Bref, parlons du bouquin. Fight Club, de quoi ça parle? En fait, le film, c'est une adaptation plutôt fidèle du roman. Du coup, si tu connais le film, tu connais à peu près le roman. Donc, on suit le narrateur qui est jamais réellement nommé et qui est un jeune cadre dynamique et désabusé. Et il travaille pour une compagnie d'assurance automobile. Insomniaque, déprimé, victime consciente de la société de consommation, il cherche une porte sortie à sa morne vie. Il erre sans but de groupe de soutien de cancéreux en groupe de soutien de cancéreux, alors que lui-même va bien. Jusqu'au jour où il rencontre Tyler Durden. Tyler est beau, Tyler est charismatique et Tyler est mystérieux. Et Tyler, il va faire découvrir une autre vie au narrateur, une vie alternative. Ensemble, ils vont fonder un club de bagarre. Mais ce club de bagarre, il va glisser de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Fight Club? Je te le dis direct, c'est ma recommandation du mois. Et ouais, en fait. C'était génial, c'était très jouissif. Le film de David Fincher, comme je disais, c'est une adaptation assez fidèle dans le fil, en fait, des événements. Mais connaître ce qui passe n'empêche pas d'apprécier le bouquin. Le plot twist n'en est que plus satisfaisant. C'est cynique et mordant, c'est une critique solide et acide de la société de consommation, et ça fonctionne encore aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après. Et cette critique est tout autant directe que insidieuse. Le Fight Club, c'est plus qu'il paraît, c'est plus obscur qu'il paraît, et on place d'un club de bagarre qui sert de défouloir à un culte sectaire dont l'objectif est globalement de mettre fin à la société. Les personnages du narrateur et de Tyler Durden s'approchent du génial, et la narration, elle est vraiment trop cool, sous la forme d'un bordel en apparence contrôlé, mais qui cache bien plus de choses, En fait, vraiment à l'image du narrateur. J'ai adoré. Merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires et vos retours toujours cool et constructifs. Et puisqu'on a enfin fini l'année 2023, dites-moi votre coup de cœur de l'année en fait. Est-ce que vous avez vraiment aimé en 2023 votre roman préféré de l'année? Et pour commencer 2024, on va parler de Jack Nicholson dans un asile de fous. On va parler de Casey Affleck qui enquête sur une disparition d'enfant. On va parler d'un polar nul. Voilà. On va parler de Gringe qui témoigne de la schizophrénie de son frère et d'un Zola bien déprimant pour changer. Alors à l'année prochaine.